Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'archéologie du bois bourgeois. Mon nom est Rachel Archambault, je suis archéologue, étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en archéologie historique. Pour cette conférence, on va appréhender la table bourgeoise par l'entremise des découvertes archéologiques ainsi que des manuels d'étiquette. Donc, pour ce faire, la présentation sera divisée en 3 parties. Donc, on va débuter avec un portrait du site archéologique, donc pour voir un peu où il est situé, son contexte d'habitation et quelles familles y ont résidé, avant de poursuivre avec les manuels d'étiquette et ce qu'on retrouvait sur le marché à Québec au 19e siècle en termes d'alcool et de véritables. Finalement, on va terminer avec les découvertes archéologiques pour voir en fait si on peut y retrouver des habitudes réelles de consommation et ainsi les confronter avec les recommandations de l'époque. Donc, sans plus tarder, on va se lancer avec la présentation du site. Donc, le site, en fait, c'est Hedley Lodge. Peut-être vous en avez entendu parler. Il est situé à Limoilou. En fait, c'est un site qui a été construit au début du 19e siècle, donc par la famille Anderson. Et Hedley Lodge, en fait, c'est le nom du bâtiment. Construit par les Anderson, il va être à la propriété des Anderson tout le long du 19e siècle, avant d'être vendu à la Québec Land Company au tournant du 20e. C'est une famille très influente, donc Anthony Anderson, qui est le premier propriétaire, est nommé comme un gentleman farmer et il va vraiment laisser sa marque dans le développement économique de Limoilou. Son fils, William Hedley Anderson, va prendre la maison à la suite du décès de Anthony. Par la suite, la famille va décider de quitter Québec et de se diriger en Angleterre dans les années 1860 et ainsi de louer Hedley Lodge à notre deuxième famille, c'est-à-dire les Petul. Charles Théodore Petul était un marchand assez important à Québec qui va se promener d'une compagnie à l'autre, ainsi que le consul d'Allemagne pour Québec. On n'a pas vraiment de photos de Hedley Lodge, en fait, à part celle-ci qui date de 1865. Je m'excuse, elle n'est pas très claire, mais c'est la meilleure que nous avons. En fait, on voit quand même le bâtiment qui est près de la rivière Saint-Charles et qui est assez imposant. Donc, ça nous donne une idée, en fait, de la grandeur du bâtiment, même si on avait les cartes et les dessins de l'époque pour nous aider. D'ailleurs, si jamais ce bâtiment-là vous dit quelque chose et que vous pensez détenir une photo de cette maison-là, je serais très, très curieuse de la voir. Donc, la position géographique du site, en fait, il est situé entre la 3e rue et la 4e rue, et la 2e avenue et la 3e avenue, donc entre le Ben-Huot et la station-service. Vous l'aurez peut-être deviné si vous connaissez bien le secteur, il s'agit d'un stationnement asphalté qui appartient à la Ville de Québec. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé sans savoir, en fait, qu'il s'agissait d'un site archéologique très riche. On voit sur la carte ici de 1867, où on a apposé le cadastre actuel en rouge, la position de la maison dans le cercle blanc. Donc, on peut voir d'ailleurs que la maison est un peu désaxée des rues principales, comme elle a été construite bien avant la mise en place de ces rues. Et la raison pour laquelle on connaît aussi bien ce site, c'est par la présence du chantier-école en archéologie de l'Université Laval pendant 3 ans, donc à l'été 2017, 2018 et 2019, qui se sont concentrés tout d'abord sur l'emplacement de la maison. C'est là qu'on a découvert que la maison avait été très bien arrachée dans les années 1960 et il ne restait plus rien. Puis, par la suite, on s'est concentré dans l'arrière-cour où il y a plusieurs découvertes qui ont été effectuées, dont une grande fosse à latrines, donc une fosse d'aisance, qui est la raison même pour laquelle on est ici ensemble aujourd'hui. Donc, une latrine, en fait, il faut comprendre que c'est un peu comme une toilette et une poubelle parfois. Donc, on va retrouver des matières fécales décomposées et plusieurs objets qui vont avoir été jetés. C'est un peu comme un ensemble de vos poubelles d'aujourd'hui, de votre recyclage, mis tout ensemble. Donc, c'est un vrai trésor pour les archéologues. Quoique ça semble être un peu particulier de fouiller là-dedans. Vous voyez ici des étudiants à l'été de 2019 qui sont bien protégés dans leur ensemble et leur casque en train de fouiller cette dite latrine. Elle est assez imposante et elle a environ 2 mètres de profond et 2 mètres de large. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été perturbée, comme il n'y a pas de bâtiments qui ont été construits par-dessus le stationnement. Donc, grâce à ça, elle a été préservée dans son ensemble.
Et lors de la fouille, ce qu'on a découvert, et lors des analyses également, c'est que la latrine a été utilisée par deux familles, donc Anderson et Petal, une à la suite de l'autre. Donc, ça nous donne vraiment des petites capsules, des petites fenêtres sur le quotidien de ces familles-là. Comme j'ai mentionné, les découvertes sur le site en général sont assez diverses et dans la latrine, c'est assez exceptionnel. Donc, on parle d'objets liés surtout à l'univers domestique, que ce soit la vaisselle, donc des théières, des peignes de plastique, des objets comme liés à l'enfance, à l'hygiène, etc., chaussures de cuir, textiles, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a trouvé dans cette fosse des latrines-là. Ce qui nous amène donc à notre sujet. Pourquoi s'intéresser à l'alcool et à l'art de la table pour étudier ces deux familles-là? Donc, on avait évidemment plein d'options d'études, comme la latrine était très, très riche. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à ça, c'est que l'art de la table et la consommation d'alcool est vraiment une ouverture sur les habitudes réelles des gens. Donc, on peut y voir les préférences, on peut y voir les importations, les tendances en matière d'alcool ou de motifs sur les verres. On peut également y voir les statuts socio-économiques des familles, donc qu'est-ce qu'ils étaient capables d'acheter, donc le pouvoir d'achat. Donc, c'est assez varié. La table est en fait un endroit parfait pour étaler ses connaissances, étaler également sa réussite sociale, le fait qu'on fait de l'argent, le fait qu'on est vraiment des gens qui savent comment agir et tout. Donc, c'est vraiment le lieu idéal pour s'intéresser à la relation entre le matériel et les valeurs et les habitudes, les comportements. Au niveau de l'alcool, c'est très intéressant. C'est un sujet qui revient beaucoup dans les manuels d'étiquette de l'époque, comme c'est en fait un type de consommation qui est très dicté par des règles très claires. Donc, on s'attend à ce que l'hôte ait prévu plusieurs bouteilles d'alcool, mais l'excès de consommation d'alcool n'est pas vraiment le bienvenu. Également, il faut se rappeler que le 19e siècle est une période où on a les mouvements de tempérance qui prennent de plus en plus de place. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir voir à travers les manuels d'étiquette. Au niveau des artefacts, en fait, les artefacts de verre, que ce soit les bouteilles d'alcool ou la verrerie, c'est un type d'objet qui résiste quand même bien à l'épreuve du temps lorsqu'ils sont, on peut dire, encapsulés dans la latrine. Donc, ça nous permettait en fait d'avoir une grande collection et de vraiment avoir une vision complète de qu'est-ce que les gens consommaient. Les règles peuvent paraître très strictes, on va en voir quelques-unes ensemble seulement. Vous dites peut-être que les soupers étaient très froids, que tout était dicté par des règles, à quelle heure on arrive, qu'est-ce qu'on boit, dans quoi qu'on le boit. Mais il faut imaginer que les familles adaptaient ces règles-là dépendamment du type de souper qu'ils avaient, dépendamment du type d'invité. D'ailleurs, cette photo-ci, qui date de 1893, qui montre une famille de Calgary, donc à la fin du 19e siècle, me donne envie de croire que ça ressemblait pas mal à ça, les fins de soirée durant la période victorienne. Donc, on a bien mangé, on a bien bu, on rigole, on est entre amis. Donc, j'aime bien imaginer que ces règles-là étaient un peu les préceptes qu'on devait suivre dans un monde idéal, mais après ça, la réalité devait être différente. Au niveau des types d'alcool qui étaient disponibles au 19e siècle au Québec, donc surtout Montréal et Québec, c'est assez diversifié. En fait, la diversification, on la voit surtout dans les publicités, dans les journaux. Ils sont abondants, on a vraiment une bonne idée de tout ce qui était disponible à tous les prix, en fait. Mais cette diversité-là n'est pas du tout étonnante lorsqu'on voit que déjà dans les années 1740-1750, on trouvait ici en Nouvelle-France une diversité d'alcool plus importante que dans les caves de la métropole, quand même. Donc, au régime français, c'est le vin rouge notamment qui domine à la table, mais on retrouvait également de la bière d'épinette, de la bière, de l'eau de vie, du rosselli. Donc, on avait quand même une bonne diversification. Par contre, au changement de régime au milieu du 18e siècle, l'influence britannique se fait sentir jusque dans les verres, alors qu'on a de nouveaux produits qui viennent concurrencer le vin. Entre autres, les spiritueux tels que le brandy, le rhum et le gin font tranquillement leur place sur les tables du Québec. Au début du 19e siècle, cette diversification-là se continue. D'une part, il y a de nouveaux produits qui viennent sur le marché, comme par exemple le whisky, qui est possiblement lié à l'influence des loyalistes.
Mais également, on a une augmentation d'importation et on a la fabrication de contenants qui permettent cette augmentation-là d'importation de différents produits. Donc, on va retrouver la montée en popularité du gin, on va retrouver du whisky, mais on va retrouver également du vin, le champagne aussi. Donc, le vin est encore très apprécié, comme on peut le voir sur cette magnifique peinture Testing the Wine du 19e siècle. Au niveau de la verrerie qui était disponible sur le marché, encore une fois, c'est vraiment la diversification des modèles qui domine. Mais au début du siècle, c'est les verres taillés qui ont vraiment la cote. On voit d'ailleurs ici une magnifique image, une gravure de différents modèles qui datent des années 1840, qui vous permet d'apprécier les décors très simplistes de pans taillés. D'ailleurs, vous avez peut-être à la maison des verres qui reprennent ce motif-là, qui est encore produit aujourd'hui et qui est vraiment intemporel. Par contre, avec les années 1830-1840, il y a un nouveau style de fabrication des verres qui vient chambouler le marché, c'est-à-dire le moulage à la presse. Le moulage à la presse permettait de copier les modèles, la plupart des modèles, de la verrerie taillée, mais ça coûtait bien moins cher d'acheter des verres pressés. Donc, vous imaginez qu'il y avait à ce moment-là 2 niveaux de qualité, si ce n'est pas plus, sur le marché. Donc, dépendamment de l'argent qu'on avait, on pouvait prendre les verres qui étaient plus dispendieux, donc ceux qui étaient taillés, qui reflétaient bien la lumière, ou les verres pressés, qui de loin semblaient être de bonne qualité, mais bon, au début du moulage à la presse, c'était assez approximatif. Donc, au niveau de la verrerie taillée, les motifs, c'était les pans, les cannelures, donc c'est ce type-là qu'on va avoir. Tandis qu'au niveau pressé, donc la nouvelle technologie, on va avoir des nouveaux modèles qui vont vraiment permettre au marché de s'éclater complètement. Entre autres, on va proposer des motifs qu'on appelle lacy. Les motifs lacy permettaient de cacher les petites imperfections du moulage. Donc, on va avoir un motif floral, par exemple, avec un arrière-plan de pointillés qui permettait de cacher quand les lignes de moulage n'étaient pas tout à fait parfaites. Et la diversification des motifs va se poursuivre tout le long du 19e siècle et du 20e siècle. D'ailleurs, ici, on a une photo d'une page d'un catalogue de Eaton des années 1898-1899, où vous voyez en fait l'éclatement des formes comparativement à l'image qu'on a présentée auparavant des années 40. C'est un siècle où ça bouge beaucoup, 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 et on a vraiment un monde de différence entre la première moitié du 19e et la deuxième. Les types de verres, donc au niveau des formes, qui vont être très à la mode au début du siècle. Donc, on a le verre tout d'abord Faring, qui a une tige très courte et une allure très rudimentaire, qui va être encore en vogue lorsqu'on va passer le cap des années 1800. Également, la coupe en forme de seau avec une tige à bouton central est également très en vogue sur les tables des élites, ainsi que les verres de type Romer, qui ont une influence allemande, qui existaient avant le début du 19e siècle, mais qui vont continuer à laisser leurs traces au tournant du siècle. Pour ce qui est de l'art de la table, donc l'art de la table va proposer dans les manuels d'étiquette plusieurs règles. La raison pour laquelle j'arrête pas de parler de manuel d'étiquette et pourquoi je me suis basée là-dessus, c'est que c'est vraiment la meilleure façon pour le 19e siècle de s'imaginer quelles étaient les recommandations idéales, donc la table bourgeoise idéale. En fait, c'est un type d'ouvrage qui a connu son apogée, donc sa gloire, notamment durant la seconde moitié du 19e siècle. Aux États-Unis, c'est 100 manuels d'étiquette qui sont publiés entre 1830 et 1860. Et entre 1870 et 1917, on parle d'une moyenne de 5 à 6 manuels publiés chaque année. Donc, c'est quand même important. Et ça, c'est dans tous les pays. C'était vraiment quelque chose, un phénomène qu'on retrouve autant en Angleterre, aux États-Unis, en France et ici également, mais sous une plus faible mesure. Mais derrière ces taux records de publication-là se cache en fait une relation très contradictoire avec l'étiquette. Donc, les bonnes manières peuvent parfois être créées et utilisées afin de mettre de l'avant des frontières sociales entre les classes dites supérieures et les classes dites inférieures. Pourtant, l'étiquette, en tant que norme comportementale largement diffusée, offrait théoriquement la possibilité à ces groupes inférieurs d'accéder, donc d'avoir une ascension sociale
par l'entremise de la maîtrise de ces codes. Donc, on parlerait en fait d'une frontière semi-perméable, mais c'est assez complexe. Par contre, l'idée selon laquelle l'entièreté des groupes inférieurs désirait émuler les façons de l'élite ne doit absolument pas être appliquée de manière systématique. En fait, l'identité de classe est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est tout le monde qui désirait ressembler à l'élite. Il faut repenser cette idée-là. Dans les manuels, les sujets sont extrêmement variés. Donc, ils sont là pour permettre, en fait, pour la femme bourgeoise d'atteindre l'excellence, donc savoir comment tenir sa maison, comment élever ses enfants, comment recevoir durant un repas. Donc, c'est un manuel très didactique qui permet vraiment de donner tous les éléments pour la réussite et l'excellence. On va y parler, entre autres, de la relation avec le deuil, de comment écrire des lettres, comment gérer les domestiques, les enfants, la maladie, et la table, évidemment. D'ailleurs, dans le livre de Mrs. Beeton, qui est la reine du manuel d'étiquette anglais, elle propose donc différents types de vins pour aller avec chaque repas. Donc, chaque service doit avoir son type d'alcool pour Mrs. Beeton. Par exemple, elle recommande un vin blanc liquoreux avec les hors d'œuvre, mais va plutôt pencher vers le xérès ou le sherry pour servir la soupe. Par la suite, c'est le vin rouge qui a la faveur pour les entrées, mais c'est le champagne qui doit être gardé pour le rôti. Donc, c'est très précis sur chaque type de vin qui doit être utilisé. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre recherche, c'est plutôt de voir qu'on demande aux familles bourgeoises d'avoir une diversité d'alcool qui fonctionne avec les plats. L'art de la table, ce n'est pas seulement donc, les types d'alcool qui sont servis, mais c'est également la manière que c'est servi. Donc, par exemple, l'agencement à la table. Et durant le 19e siècle, on a plusieurs types de services qui deviennent de plus en plus populaires, comme le service à l'anglaise ou le service à la française ou encore à la russe si vous êtes une grande famille de l'élite. Par exemple, Mademoiselle Madeleine, qui a publié son manuel d'étiquette française en 1863, nous offre des dessins d'agencement de table à la française, dont celui-ci qui est réservé pour le deuxième service. C'est ici le service à la française, donc populaire surtout durant la première moitié du 19e siècle plutôt, et dans les années 1860 même et après, en fait, propose de servir les repas directement sur la table. Un peu comme un grand souper de famille que vous auriez aujourd'hui. Donc, on place les plats directement à la table, tout le monde se sert un petit peu, mais c'est quand même un souper élégant où on va retrouver 3 verres pour chaque convive. Dans le fond, d'ailleurs, vous le voyez bien sur cette photo-ci, donc de l'agencement du deuxième service, avec le plat au centre qui est presque un art décoratif, tellement il est soigné et beau. Et on voit également quelques éléments seulement, dont une ou 2 carafes sur la table. Au niveau du service à la russe, donc c'est un service qui est très intéressant à étudier, d'autant plus que les familles qui nous intéressent sont des familles bourgeoises. Donc, pour le service à la russe, en fait, c'est un service qui divise le repas en plusieurs parties. Il est totalement servi par les domestiques, donc les familles devaient avoir au minimum un domestique pour pouvoir prendre ce service-là. Et en fait, c'était pour soulager les hôtes du travail, du service des repas. Le centre de la table n'est plus du tout couvert de plats. En fait, il va être plutôt rempli de décorations, donc de centres de table décoratifs tels des palmiers, des vases et autres éléments qui ne servent pas à grand-chose, sauf à vraiment mettre la table très, très jolie pour les autres. C'est un service qui va être populaire tout d'abord parmi les élites européennes dans les années 1850-1860, avant de faire sa place aux États-Unis dans les années 1870. Toutefois, il semble s'immiscer à la table des plus aisés dès les premières décennies du 19e siècle. Comme il est divisé en plusieurs services, le service à la russe nécessite une grande quantité de vaisselle de table, de coutellerie, de verrerie, de serviettes, de table, etc. Donc, il faut avoir quand même des moyens financiers assez importants pour pouvoir recevoir de ce type-là. Il est plus probable que ce style-là soit réservé aux grandes soirées, ou peut-être au quotidien, mais seulement dans les familles ayant beaucoup d'argent. En
Le service à la russe va influencer même la culture matérielle. Donc, le fait que le service était divisé en plusieurs parties, donc on ne va pas seulement remplir notre assiette avec différents éléments, mais parfois on peut avoir un service seulement de légumes, par exemple. Ça va avoir une incidence sur le format des assiettes. Donc, on voit, en fait, dans la culture matérielle, que les assiettes vont diminuer de format à mesure que le 19e siècle va passer. Et également, c'est durant cette période-là qu'on va voir apparaître les couvercles sur les plats de service. Tous ces plats-là étaient relégués soit sur un buffet ou à la cuisine. Donc, pour les garder au chaud, on venait rajouter les couvercles. Donc, c'est venu influencer les objets, donc les types de céramique qu'on pouvait acheter directement. Également, comme mentionné, ça va influencer les arts décoratifs, comme on le voit ici sur cette gravure de 1880 d'une table placée à la russe avec des espèces de palmiers au centre et des vases décoratifs un peu particuliers. Si on avait à dresser la liste de la table bourgeoise idéale, on y retrouverait donc plusieurs types de verres pour aller avec tous les types d'alcool qui vont être servis. Également, plusieurs types d'assiettes. Donc, ce qu'on veut dans un monde idéal, ce sont des ensembles assortis. Car si votre table, elle est avec des assiettes identiques, elle est bien organisée, ça reflète l'ordre et la discipline qui sont vraiment des éléments au cœur des valeurs bourgeoises. Aussi, dans un monde idéal, on va avoir un rafraîchissoir à bouteille. C'est bien mentionné dans les manuels qu'il y a des températures pour servir les vins. Donc, par exemple, on va s'attendre à ce que certains vins rouges soient chauffés un petit peu, mais que le champagne reste très frais. Donc, on voudrait avoir un rafraîchissoir à bouteille. Aussi, on s'attend à avoir une ou plusieurs carafes sur la table. Donc, c'est recommandé pour les vins dits ordinaires de les transvaser dans des carafes. Mais toutefois, si vous pensez offrir du vin haut de gamme avec une vieille bouteille avec une belle étiquette, vous gardez la bouteille telle qu'elle sur la table pour démontrer, bien sûr, que vous avez les moyens d'acheter ce type d'éléments-là. Aussi, dans un monde idéal, encore une fois, on aurait au moins un domestique pour faire le service et des hôtes et des invités qui savent et qui connaissent les règles de bienséance à la table. Cette liste peut paraître longue. C'est difficile d'imaginer, en fait, toutes les familles pouvant suivre tous ces préceptes, et j'en ai nommé seulement que quelques-uns. Mais on va aller voir de plus près la collection archéologique des deux familles pour voir, en fait, qu'est-ce que ça nous donne comme information sur les types de soupers qui pouvaient avoir lieu à Headley Lodge. Donc, au niveau des sources archéologiques, j'ai décidé de prendre seulement le verre pour mon projet de recherche, étant donné que j'avais déjà amplement d'éléments à étudier. Dans un monde idéal, la céramique aurait fait partie de mon assemblage de recherche, mais bon, ce n'est qu'une maîtrise et il faut faire certaines décisions déchirantes à un moment. Mais la verrerie nous donnait quand même une bonne information sur le statut socio-économique des familles et aussi le quotidien de ces dernières. Donc, au niveau de la verrerie de Headley Lodge, on voit ici une photo des différents types de verres qui ont été retrouvés et ce n'est qu'un fragment, en fait, de la quantité qu'on a retrouvée. C'est très représentatif des types de verres qu'on va retrouver sur le marché au 19e siècle. Donc, on le voit, en fait, qu'ils étaient vraiment dans l'air du temps et qu'ils ont acheté les nouveaux modèles en vogue. Ça, c'est autant au niveau des formes que des décors. Sur la première rangée en haut, vous voyez des verres sur tige, tandis qu'en bas, ce sont des gobelets. Les gobelets sont un peu votre verre à boire de la maison et c'est un type de verre qui est très difficile à étudier. Les verres sur tige, de manière très générale, en fait dans 99,9% des cas, ce sont des verres qui sont utilisés pour les boissons alcoolisées. Par exemple, les petits verres sur tige vont être utilisés pour les liqueurs, alors que les plus volumineux pour la bière. Mais les gobelets étaient utilisés à la fois pour les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées, ce qui rend très difficile ma recherche. Aussi, c'est un type d'artefact qui est moins étudié que les verres sur tige et qui change moins à travers le temps. Donc, le décor va souvent être le même à travers 100 ans et ainsi très difficile de savoir, donc de le dater précisément et de savoir d'où il provient. Toutefois, la datation des objets ne se fait pas seulement par les décors ou par les formes, mais également par la teneur du verre. Donc, je fais ici une petite parenthèse méthodologie d'archéologie, mais vous allez voir, ça vaut la peine juste pour la photo que je vais vous montrer.
Donc, en fait, la composition du verre peut nous donner certaines informations sur la fourchette chronologique, donc la période où le verre a été fabriqué. Par exemple, le verre avec du plomb à l'intérieur a été très populaire jusque dans les années 1860-1870. En fait, il faut comprendre qu'aux États-Unis, le plomb a été réservé pour les munitions durant la guerre de Sécession. Donc, les industries se retrouvent avec très peu de plomb pour la fabrication du verre et ont dû trouver des solutions. Et c'est ainsi que le verre sans plomb, appelé soda lime, a été inventé. Ainsi, tranquillement, les manufactures vont délaisser le verre avec du plomb pour aller vers le verre sans plomb, qui se travaillait beaucoup mieux et qui revenait moins cher à la pièce. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que le verre avec du plomb, donc le verre dont il y a une bonne teneur de plomb dans la recette, va émettre une fluorescence bleue lorsqu'il est exposé à des rayons UV de courte longueur d'onde. Ce que ça donne les photos qu'on voit ici, donc les verres sur tige qui sont très, très bleus, très intenses, et c'est des photos qui n'ont pas été retouchées. L'utilisation des rayons UV n'est absolument pas une façon de dater infaillible, mais ça nous donne quand même une bonne fourchette chronologique. Par exemple, les familles Anderson, donc, qui ont résidé sur le site de 1810 à 1860, ont une grande majorité de verres avec du plomb. En fait, ils ont seulement 2 verres sans plomb. Donc, on voit que ça ne s'est pas infiltré encore, ce n'était pas inventé encore. Toutefois, la famille Petal, qui a résidé sur le site donc, de 1870 jusqu'à la toute fin du 19e siècle, possède un assemblage 50% au plomb et 50% sans plomb. Donc, on voit que ces nouvelles avancées-là vont infiltrer les collections, même jusque dans les moellons. Au niveau de la famille Anderson, on a quand même une grande collection de verres. Malheureusement, on a seulement 45 minutes avec vous, donc impossible de montrer l'entièreté de la collection. Mais j'ai choisi 3 verres vraiment d'exception pour vous raconter un peu l'histoire de cette famille-là. Donc, tout d'abord, on va commencer avec l'image à droite complètement. Et je dois expliquer rapidement pourquoi j'ai décidé de vous montrer des dessins des objets et non les objets eux-mêmes. Donc, dans le fond de la latrine, possiblement, étant donné la composition des sols, des sédiments, les verres sur tige et les gobelets sont devenus tachés de noir. Donc, il était impossible de bien vous montrer les décors et les détails de chacun de ces verres-là. Donc, j'ai fait faire des dessins qui sont vraiment identiques aux objets pour que vous puissiez bien apprécier ces pièces-là. Donc, le verre à droite, ici, c'est très représentatif, en fait, du style qu'on retrouve chez les Anderson, surtout entre les années 1830 et 1860. Donc, il s'agit d'un verre sur tige avec une coupe à mi-chemin entre la trompette et le seau, avec une tige à balustre régulier. Vous voyez au niveau de la coupe des pans qui ont été taillés. Et cette pièce-là, en fait, est très représentative de la collection, étant donné qu'elle a été très bien réalisée. Donc, on voit la symétrie dans les pans et on voit également à quel point elle a été bien réalisée par l'artisan. La taille est très difficile et c'est presque impossible d'avoir chacun des pans identiques comme on vient le travailler à la main. Mais celui-ci est vraiment exemplaire. Également, on en a retrouvé 9 identiques de ce verre-là. Donc, ça nous démontre également la quantité de verres, donc les ensembles assortis que les Anderson possédaient. On peut s'imaginer donc qu'ils avaient les moyens matériels de recevoir un grand nombre de gens. On va par la suite passer aux 2 autres verres qui ont peut-être attiré votre attention. Donc, ce sont des verres qui présentent des cartouches gravées dans le partie supérieure. Donc, celui du centre, c'est un gobelet à cannelure taillée, donc on est encore dans la taille. Et celui-ci, par contre, c'est le seul exemplaire. On peut quand même croire qu'il provient d'un ensemble plus volumineux, mais bon, impossible de le dire. Au niveau du verre sur tige, c'est dans un peu la même famille. Donc, on retrouve des cannelures gravées au niveau de la coupe et, encore une fois, le cartouche vers le haut. Ce style-là, au niveau de la forme, était très populaire au début du 19e siècle. On parle d'un seau incurvé. En fait, c'était populaire surtout entre 1780 et 1840. Pour ce qui est des initiales gravées sur les verres, c'était en vogue entre 1800 et 1840 encore une fois. Donc, on est quand même dans une fourchette chronologique intéressante, mais qui est bien avant l'occupation du site par William Hedley Anderson.
Donc, notre hypothèse, en fait, c'est qu'il s'agit d'un héritage gardé, donc probablement des verres qui appartenaient à ses parents, donc Anthony Anderson et Margaret Anderson, que William Hedley a décidé de garder et de finalement rejeter avant son départ en Angleterre. Vous êtes peut-être intrigué par les initiales MA. Donc, ça fut toute une découverte lorsqu'on a réalisé qu'il y avait une légère gravure sur le verre. En fait, dans les recensements, la seule personne qui habitait à Hedley Lodge qui possède ces initiales est Margaret Anderson. Je viens tout juste de parler d'elle. C'est la mère de William Hedley, donc une des premières propriétaires du site. C'est très intéressant d'avoir un objet qui est si près du quotidien, qui permet vraiment de lier la collection à une famille directement. Aussi, je me plais à croire qu'il s'agirait peut-être d'un cadeau de mariage. En fait, ces verres viennent en ensemble de 7. Probablement qu'ils étaient peut-être 8, mais qu'il y en a un qui ne s'est pas rendu jusqu'à nous. Et lorsqu'on regarde dans les archives, le couple Anthony et Margaret se sont mariés en 1794. Donc, ça concorde parfaitement avec la fourchette chronologique de ce verre-là. J'aime bien croire donc qu'il s'agirait d'un cadeau de mariage qui est resté dans la famille jusqu'à temps qu'il déménage en Angleterre. Au niveau des bouteilles liées à la famille Anderson, malheureusement, on a retrouvé très peu de bouteilles dans la latrine. Ça s'explique par le type de déposition. En fait, on croit que le fond de la latrine a été rempli lors du déménagement de William Hedley Anderson en Angleterre. Donc, ils ont vidé la maison, ils ont tout jeté et ils ont quitté. Ainsi, ce qu'on a dans la latrine correspond à ce qu'on retrouvait dans la maison, probablement. Donc, on n'a pas un rejet quotidien de bouteilles. Par contre, ce qu'on peut dire avec qu'est-ce qu'on a, c'est qu'ils consommaient du vin, de la liqueur, peut-être du gin et peut-être de la bière. Toutefois, le fait qu'on n'en ait pas trouvé beaucoup est racheté par la présence d'un petit fragment de seau provenant d'une bouteille de vin exceptionnelle. En fait, il s'agit d'un fragment de seau de Château Lafite, qui est un vin d'exception que vous avez peut-être entendu parler, qui est encore en vente aujourd'hui. C'est un vignoble qui a débuté sa production au 18e siècle et qui s'est même valu le premier prix d'une dégustation de vin lors de l'Exposition universelle de 1878. Lors de cette dégustation-là, c'est le vin Château Lafite 1811 qui a gagné le premier prix et la bouteille, à ce moment-là, a coûté 62 $. Donc, il faut imaginer la fortune que ça représente à l'époque. Également, c'est un vin prestigieux qui va être classé Grand Cru selon la classification officielle des Bordeaux de 1855. Donc, la découverte de cette pièce-ci nous permet de rêver un peu aux grandes soirées qui se passaient chez les Anderson. Et le Château Lafite était enfin un vin qui était disponible à Québec dès la seconde moitié du 18e siècle, donc dès les années 1850. En fait, on sait qu'il était vendu, entre autres, par les marchands épiciers Toussaint et Frères dans les années 1880 et qui proposaient en fait différents vins de table. Aussi, si vous vouliez acheter une bouteille de Château Lafite 1874 en 1895, donc une bouteille un peu plus ancienne, il fallait débourser 15 $, mais pour 12 bouteilles. Donc, c'est le prix que le marchand Vigée & Co. vous propose à ce moment-là. Ça peut paraître très peu comme montant, mais si on se met donc à la fin du 19e siècle, ça revient à peu près un peu plus de 400 $ pour 12 bouteilles, quand même. Sur la table, on retrouvait pas seulement peut-être une bouteille de Château Lafite et de magnifiques verres gravés, mais également au moins une carafe. Donc, dans la collection, on a retrouvé un fragment de col de carafe à 3 anneaux, ainsi qu'un bouchon qui lui semble être assorti. En fait, les carafes à 3 anneaux, donc vous voyez ici une photo de ce fameux col, étaient très populaires au début du 19e siècle et font partie de la tradition esthétique anglo-irlandaise qui était en vogue entre 1780 et 1840. Encore une fois, ici, c'est quand même plus ancien, donc c'est possiblement un autre héritage là, des parents de William Hedley qui l'a gardé et qui l'a utilisé à la maison par la suite. Pour ce qui est du bouchon, on voit donc que c'est un bouchon de type champignon avec un magnifique décor de fleurs sur le dessus. Probablement que ces deux objets-là étaient utilisés ensemble. Dans tous les cas, on sait que la carafe venait avec un bouchon. Comme on peut voir à l'intérieur de la carafe, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais faites-moi confiance, l'intérieur de la carafe, en fait, est dépoli, permettant de recevoir un bouchon.
Et dans certains cas, lorsqu'on travaille en culture matérielle, on a la chance de trouver une œuvre de l'époque qu'on étudie qui présente exactement les objets qu'on étudie. Et c'est le cas pour cette recherche-ci. Donc, je suis tombée par hasard sur cette magnifique œuvre de Raphaël Romeo Barros qui date de 1863 et qui se nomme « Nature morte aux oranges ». Si vous regardez attentivement sur cette photo de l'œuvre, vous voyez donc une carafe à 3 anneaux avec un bouchon qui est identique à celui retrouvé. Donc, c'est une superbe découverte qui amène un peu plus, qui appuie un peu plus l'hypothèse selon laquelle les deux ont été utilisés ensemble. Maintenant, passons donc aux Pettel. Donc, la famille Pettel, je rappelle, donc, ce sont marchands et consuls d'Allemagne. On pourrait donc croire qu'ils avaient quand même une collection assez impressionnante et assez riche, mais les résultats montrent quelque chose d'un peu plus nuancé. Donc, c'est une collection qui est très représentative de la seconde moitié du 19e siècle, avec des nouvelles formes et des nouveaux types de décors qui ornent la verrerie. Ici, je vous ai sorti 4 verres qui méritent vraiment notre attention. Donc, le premier, c'est un gobelet sur tige, qui est un peu comme un verre sur tige, mais qui est plus imposant, qui présente un décor moulé à la presse de type Seneca ou ORA Loop, ça dépend toujours des sources. En fait, pour la raison pour laquelle c'est très typique, c'est d'une part sa grandeur, sa grosseur. Donc, il peut contenir environ 300 ml de liquide. Donc, c'est quand même assez imposant comme pièce. Et sa forme très géométrique, mais minimaliste, correspond vraiment à ce qu'on va retrouver là, à partir des années 1860 sur le marché. Ensuite, le second verre, vous avez peut-être reconnu ce verre, vous l'avez probablement chez vous. C'est un petit verre à alcool fort, donc un shooter. En fait, les débuts du shooter sont très nébuleux. En fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été inventé. Il y a plusieurs histoires. Évidemment, chaque histoire se revendique comme étant la vraie histoire du shooter. Mais l'ensemble de ces historiens du shooter s'entendent pour dire qu'il aurait vu le jour à la fin du 19e siècle. Et en fait, cette hypothèse est corroborée par cette découverte de 4 petits verres à alcool fort, donc 4 shooters, dans la collection des Pettel. Ensuite, le troisième verre, c'est une pièce que j'aime beaucoup. En fait, il faut mentionner par contre que le dessin que vous voyez ici, c'est le seul qui n'est pas représentatif de l'artefact en vrai. Donc, on est venu extrapoler la forme de la coupe au complet, comme on connaît le décor exact. C'est une pièce qui représente l'essor de l'industrie canadienne du verre. En fait, on va devoir attendre la fin du 19e siècle avant que l'industrie canadienne du verre soit assez forte pour que ces pièces qu'ils produisent infiltrent le marché. Donc, avant ça, c'est majoritairement anglais au niveau de la provenance, avec tranquillement des pièces américaines aussi qui font leur place sur les tables ici du Québec. Donc, cette pièce a été fabriquée par The Nova Scotia Glass Company, située à Trenton, en Ontario. Le décor de Nova Scotia Raspberry and Shield a été produit sur différents éléments, donc des soucoupes, des assiettes, des carafes, des pichets et des gobelets sur tige, comme c'est le cas de celui-ci. Ce qui est intéressant également, c'est la très petite fourchette chronologique que ça nous offre. Comme la compagnie a été en action seulement 10 ans, donc entre 1881 et 1891. Donc, c'est intéressant de voir comment il s'est immiscé à la table des Pettel, même s'ils ont produit d'une très courte période de temps. Finalement, c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi, qui présente un motif qui a enflammé le cœur des gens au 19e siècle. C'est un motif de fougère. Donc, les fougères semblent être devenues à la mode après l'apparition d'un livre de John Moore en 1850 qui parlait des fougères de Grande-Bretagne. Donc, c'était ça le sujet du livre et c'est devenu vraiment là, le motif à la mode. On le retrouvait sur une panoplie d'objets et de différentes manières. Donc, on pouvait le retrouver de plus naturaliste, plus élaboré, artistique ou minimaliste, comme c'est le cas de celui-ci. Le petit motif est gravé sur la surface du verre et ces verres, comparativement aux autres, proviennent en ensemble de 2. Dû leur petitesse de la coupe, probablement qu'ils étaient utilisés pour de la liqueur. Au niveau des alcools, on est beaucoup plus chanceux du côté des Pettel. On a un total de 91 bouteilles qui ont été retrouvées. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut quand même dire que c'est sur 27 ans d'occupation. Donc, bon, il faut relativiser un peu, là, ils ne buvaient peut-être pas tant que ça. Parmi les bouteilles, j'ai décidé de vous présenter tout d'abord cette bouteille de gin qui est de la compagnie Blackenham & Nollet.
Et c'est la seule bouteille, en fait, qu'on a une inscription au niveau du corps. Cette compagnie-là, en fait, cette distillerie-là était située à Rotterdam. Et ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est qu'on voit à travers cette bouteille-là un peu le mélange de la vie personnelle de Petal et sa vie professionnelle. En fait, en fouillant dans les journaux, j'ai réalisé que la compagnie, une des compagnies que M. Petal a eues, a importé du Black & M & Nollet et c'était le vendeur officiel à Québec de ce type de gin-là dans les années 1870-1880. Ça ne peut pas être une coïncidence de retrouver ce produit-là dans la latrine de Petal et qu'il ait été le vendeur officiel de ce gin-là à Québec. Donc, c'est intéressant de voir le lien entre sa consommation et les produits qu'il revendait ici à Québec. Ensuite, la prochaine bouteille, en fait, c'est une bouteille qu'on a retrouvée 12 identiques, donc 12 bouteilles identiques sur les 91, et c'est une bouteille de whisky. En fait, ce qui nous a permis d'identifier son contenu, et non seulement d'avoir le contenant, c'est la présence de l'étiquette au niveau du col qui était encore en bon état, comme vous pouvez voir sur la photo. En bon état, c'est assez relatif, mais j'ai quand même été capable de lire sur l'étiquette et de réaliser qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky de la distillerie Andrew Usher & Co. Il s'agit en fait du Old Vatted Glenlivet Special Reserve. Donc, c'est très précis et ça nous a permis en fait de déterminer le coût de ces bouteilles-là et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Donc, Andrew Usher & Co., c'est une distillerie qui a débuté vers les années 1813 et qui a commencé tranquillement à être exportée ici à Québec. En fait, ils vendaient 3 types de whisky et celui qu'on a, donc le Old Vatted Glenlivet Special Reserve, c'est pas l'entrée de gamme, c'est pas le plus cher, c'est celui qui est bien au centre. Ils se vendaient à l'époque 9,75 pour la caisse et il était dans les prix dans la moyenne. Donc, on retrouvait par exemple du Claymore dans les 9 $, ainsi que du Jameson aussi dans les 9 $ aussi. Ce qui est intéressant, c'est que Andrew Usher & Co., en fait, Andrew et John, qui sont 2 frères de la distillerie, sont reconnus comme des précurseurs dans l'élaboration des blends et des whiskies écossais. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a 12 bouteilles de cette distillerie-là. Et je n'ai pas trouvé, en fait, de lien entre la firme, donc Andrew Usher & Co., et Charles Petal, son travail de marchand. Donc, il ne semble pas avoir importé ces bouteilles-là ici ou avoir été un revendeur, mais clairement, il était très friand de ce type de whisky-là. Également, on trouvait sur la table des Petal une carafe. Donc, eux aussi possédaient une carafe, mais elle est également beaucoup plus ancienne que la période d'occupation des Petal sur le site d'Edley Lodge. Donc, il s'agit d'une carafe qui ressemble au style prussien, qui fait aussi partie de l'esthétique anglo-irlandais, donc 1780-1840, et qui est magnifique, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo. Donc, on a des pans taillés à la base, au niveau de l'épaule également, et une bague facettée au niveau du col. C'est une pièce vraiment extraordinaire, mais qui soulève beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un héritage, donc quelque chose que les Petal ont gardé, ou est-ce qu'il s'agit d'un cadeau? Ou encore, est-ce que, aussi simple que ça peut paraître, est-ce que c'est une pièce que les Anderson ont oubliée à Edley Lodge et qui a été récupérée par les Petal? Peut-être. Pour conclure, si on fait un petit résumé donc, de la famille Anderson et de la famille Petal, voici ce qu'on obtient comme portrait. Donc, au niveau des Anderson, bien sûr, je vous ai montré qu'un fragment des découvertes, mais on peut affirmer qu'ils possédaient les ressources financières et matérielles de recevoir en grand, de recevoir probablement à la russe. Notamment, cette hypothèse-là est appuyée par la présence de domestiques dans la demeure. Donc, pour le service à la russe, je vous rappelle, il fallait beaucoup de verres, beaucoup d'assiettes et des domestiques, au moins un, mais de préférence 2 ou 3, pour faire le service des repas. En fait, dans les recensements, on voit qu'en 1851 et en 1861, la famille Anderson avait 6 domestiques à la maison. Donc, c'est énorme pour l'époque, avec 2 bonnes cuisinières, gouvernantes et même un majordome. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et selon les données de tous les recensements de Québec pour, par exemple, 1861, ça place la famille Anderson dans le 1,7 % des familles de Québec qui avaient les moyens d'avoir 5 domestiques et plus. Donc, ça les place vraiment dans une catégorie à part. Également, il faut rappeler que les Anderson étaient propriétaires des lieux,
comparativement aux Petals qui étaient locataires. Donc, c'est quand même une différence qui est importante pour l'époque. Au niveau de la verrerie, ils avaient assez de verres, une diversité intéressante et des verres de qualité pour recevoir un grand groupe pour une grande soirée. Du côté des Petals, les verres, la quantité est présente, mais il y a beaucoup moins d'ensemble. Donc, c'est des pièces qui sont un peu plus éclectiques. Et de loin, elles semblent être très jolies, imitant les décors taillés, mais de proche, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait bien réalisés. Donc, certaines pièces semblent être de seconde qualité. Également, les Petals sont des locataires, comme j'ai mentionné, et non des propriétaires. Même s'ils les consulent, ça peut paraître très important comme rôle. À quel point il avait les moyens financiers de recevoir comme les Anderson, on ne pense pas. Également, au niveau des domestiques, dans les recensements, on voit qu'il y a seulement une année, ou donc un des recensements, où les Petals avaient une domestique, probablement pour aider avec les enfants en bas âge, comme ça survient quelques années après le décès de la mère. Toutefois, même s'ils n'avaient qu'un seul domestique, ça les place quand même dans le 10 à 15 des familles de Québec qui possédaient au moins une domestique. Donc, le fait d'utiliser les domestiques permet d'avoir une petite idée aussi des ressources financières et d'imaginer en fait s'ils ont les ressources humaines pour recevoir à la russe, ou du moins à la française. Pour les Petals, c'est difficile d'affirmer. On voit quand même qu'ils avaient un goût très recherché pour les alcools importés. Donc, il démontrait en fait que son rôle de marchand d'alcool allait jusqu'à sa propre table, notamment avec le gin, et qu'ils étaient vraiment très tendance. Donc, dès qu'il y avait des nouveaux modèles de verre, dont le verre de l'industrie canadienne, donc qui provient de Trenton, ils l'avaient sur leur table. C'est très intéressant pour ça également. Donc, c'est ce qui conclut, en fait, cette présentation-là. J'aurais aimé pouvoir vous présenter plus de pièces, mais j'espère que vous allez voir les bouteilles que vous jetez dans votre recyclage d'une autre manière. Donc, pour vous prouver, en fait, que la véritable et les bouteilles d'alcool sont vraiment un indicateur des habitudes réelles. Et on peut voir ici que les Anderson et les Petals ne consommaient pas la même chose, qui, même s'ils ont habité sous le même toit, n'avaient pas du tout les mêmes ressources financières. Mais on en apprend un peu plus sur le quotidien de ces deux familles, puis c'est ça qui est le plus important. Merci.